Hey, salut à tous, c'est Minaku Shonen et je suis aujourd'hui encore une fois accompagné de Brenner. Salut à tous. Et bah, cette fois, on va faire comme la dernière fois finalement, c'est une des vidéos les plus récentes de la chaîne, un nouveau point lecture manga, parce qu'on a lu pas mal de choses, on a encore pas mal de choses à lire, mais du coup il faut qu'on le fasse petit à petit, parce que sinon on aura trop de choses à rattraper d'un coup, parce qu'on a fait pas mal d'achats manga, et du très bon et du très intéressant, donc vous verrez ça pour les prochaines fois, mais déjà aujourd'hui on a du lourd. Alors la dernière fois, on a eu déjà de l'horreur, on avait parlé déjà de Junji Ito, Oui. on avait parlé de Kitaro, mais donc c'était déjà pas globalement des lectures ultra joyeuses. Mais alors aujourd'hui on va partir très vite dans les pires facettes de l'humain, hein, finalement, quand je vois ce qu'on a entre Dragonhead, Vampire, Carnet de Massacre et tout ça, et Ichi. Donc clairement on va avoir le droit à du sale, mais à du très bon. Aujourd'hui au programme, bah, je l'ai dit vite fait, hein, Dragonhead, Vampire. À la fin on aura nos lectures personnelles, et entre deux on a Carnet de Massacre, enfin oui c'est ça, et Give My Regard to Blackjack. Très dur à dire ce titre. Donc bah voilà, globalement du très bon. La plupart sont sortis assez récemment, ce coup-ci. Donc vous pourrez les trouver, alors sauf Ichi the Killer par exemple, hein, où c'est assez galère. Et on a certains dont on n'a pas tout lu, mais on en parlera petit à petit, donc vous inquiétez pas. Alors on va commencer en tout premier par Dragonhead, qui est là, de Minetaro Mochizuki. Je vais déjà afficher l'image, voilà. Donc je montre l'édition. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur... Enfin, commence par donner ton avis sur Dragonhead du coup. Sur l'édition du coup. Ouais, déjà c'est une superbe édition Pika Graphics, c'est une réédition, puisque la première édition était différente en fait sur la tranche, voilà. Cette tranche là est nouvelle, avant c'était une tranche jaune, totalement jaune, de Dragonhead qui était beaucoup moins belle hein, C'est finalement. vrai, on peut la trouver encore, mais elle est quand même... Elle est moins intéressante que celle-là, parce que techniquement elle est plus impersonnelle, c'est-à-dire que là on voit que c'est Dragonhead, il y a il y a une certaine cohérence visuelle, bah quand c'est tout jaune, bah ça peut être n'importe quel autre Pika Graphics finalement. Et donc là c'est une belle édition de Dragonhead, j'aime beaucoup la couverture comme vous pouvez le voir, iconique au possible. Là c'est le tome 1, Voilà. on a tous les deux les deux premiers tomes du coup, Oui. même si moi je parlerai que du tome 1 parce que c'est le seul que j'ai eu le temps de lire pour le moment. Mais toi t'as lu les deux, donc on aura le temps au moins de parler de ces deux-là, enfin toi. Oui non mais c'est vrai que c'est quand même très sympathique de profiter de Dragonhead dans une grande édition comme ça. Ah oui, avec une préface en plus. Ouais. Vraiment pas mal du tout. Non, mais Même à vraiment, la fin. Non, puis c'est un beau papier, bien imprimé. Franchement, les noirs sont profonds. Voilà, vous voyez. C'est quelques post-faces sur les différents personnages aussi. Voilà, ouais. Et enfin, surtout sur l'interprétation de Dragonhead et ce que Ouais. l'auteur a voulu dire en lisant Dragonhead. Ouais. Enfin, en créant Dragonhead. Voilà. Globalement, c'est ça. Donc, tout d'abord, moi, pour ce premier tome, donc Dragonhead, déjà, de quoi ça parle? Bah, en gros, c'est une classe qui sont dans un train pour partir en voyage. Le train déraille. Il y a une catastrophe en fait, on sait pas, donc ça devient tout noir finalement, tout se brouille. Et finalement, quand les survivants se réveillent avec notre personnage principal, ils se rendent compte que tout le monde est mort, sauf lui. Et au final, au fil de la lecture, il y a des survivants qui vont se découvrir. Très peu finalement, très mais peu. il y en a quelques-uns. Mais du coup, voilà, et ces survivants-là vont devoir justement essayer de s'apprivoiser, de vivre ensemble dans ce... Parce qu'ils sont sous un tunnel, ils sont dans le noir complet, et les deux extrémités sont bouchées. Donc voilà, c'est comment est-ce qu'ils vont réussir à survivre avec le peu de ressources qu'ils ont, comment est-ce qu'ils vont résister à la folie, d'être tout seul dans le noir, voilà, et comment est-ce que l'humain est prêt à s'adapter finalement à cet environnement hostile, quoi. C'est bien un genre de microcosme de l'humanité, de comment, et des différentes façons de réagir par rapport à ce contexte où ils sont tous bloqués dans un tunnel, dans le noir, à devoir survivre comme ils peuvent, avec du coup les normes sociales qui sont totalement détruites, hein, parce que la situation l'exige. Alors dans ce premier tome, tout se passe en huis clos dans le tunnel et dans le train du coup. Dans le tome 2, il commence à sortir, et du coup, j'imagine que justement, vite fait, dans le tome 2, en fait, on est plus dans le post-apocalyptique parce qu'ils sortent du tunnel et ils se rendent compte que le monde n'existe plus, enfin en tout cas il est plus du tout comme avant, il y a une brume, enfin en tout cas quelque chose d'un brouillard noir avec des cendres qui descendent du ciel, etc. Donc plein de choses comme ça, donc on est beaucoup plus dans le post-apo et dans la survie propre au post-apocalyptique plutôt que dans le huis clos angoissant et suffocant du tome 1, quoi. Alors déjà, moi avec ce tome 1, je l'ai beaucoup apprécié. Déjà Dragonhead, c'est une œuvre qui est très réputée, Ah oui, c'est et on comprend pourquoi, hein, parce que donc déjà le tome commence sur cette poignée de personnages
Enfin, on voit vite que du coup, il y a finalement que quelques rescapés qui doivent survivre dans ce train. Et au début, je me disais que c'était cool et j'attendais de voir comment ça allait évoluer et comment l'auteur allait faire pour ne pas que ça s'essouffle, tu vois. Parce que finalement, tu mets juste une bande d'adolescents dans un tunnel. Et s'il n'y a rien vraiment de surnaturel qui se passe, tu te demandes comment ça va vraiment réussir à se développer. Je trouve que c'est fait de manière très intelligente. Et au fur et à mesure, on se rend compte que Mochizuki arrive à avoir l'idée, à avoir des bonnes idées pour développer et rendre compte de cette peur en fait qui se développe dans ce tunnel. Voilà, c'est ça, c'est que le scénario est très simple finalement, enfin en tout cas dans ce tome 1, le scénario est très simple, on nous plante la situation comme ça, puis après on suit les personnages évoluer. Mais c'est vrai que c'est un scénario qui est simple, mais justement ultra efficace pour justement apporter le propos éthologique qui est véritablement au centre du récit. Comment est-ce que les humains vont réussir, enfin des humains avec des codes, comme tu disais, hein, des codes éthiques, moraux, sociaux, et qui vont justement essayer de cohabiter, de coexister dans ce désespoir, parce que finalement il n'y a pas d'espoir de survie, en tout cas très très peu. Et donc du coup il y en a c'est un certain personnage qui plonge dans la folie la plus totale et qui se met à vénérer l'obscurité, qui se met à halluciner, d'autres qui restent plus lucides, d'autres qui cèdent à leurs pulsions les plus primaires. Et donc finalement aussi, donc encore une fois une dimension théologique qui peut être intéressante. En fait voilà, on peut dire le spectre des réactions possibles dans une situation aussi désespérée. Puis c'est pas mal, puis aussi un peu une introduction que j'aime bien, une introduction mythologique du surnaturel, tu sais, à la fin du tome, le fait que l'obscurité prenne une forme humaine, prenne une forme d'entité spirituelle comme ça c'est intéressant et j'ai hâte de voir comment ça va être développé pour la suite. En fait, on sait pas, on reste quand même dans ce flou sur est-ce que finalement ça reste très logique ou est-ce qu'on a une part de surnaturel qui arrive au-dessus, on n'est jamais vraiment sûr. Parce qu'on sait pas si on se place du point de vue du perso qui hallucine ou si c'est véritablement l'entité qui existe. C'est ça le problème, on est dans un flou. Ça c'est très intéressant. En plus, le tome, en tout cas du coup l'œuvre pour ce que j'en ai lu pour l'instant est vraiment très bien gérée. On a une escalade au niveau de la peur et de tout leur mental qui commence à se dégrader petit à petit. Et ils sont jeunes en plus, ils sont jeunes. Oui, en plus. Et justement, ça va amener certaines scènes qui commencent à devenir très rapidement assez compliquées et il faut vite sortir finalement. Mais on tombe jamais dans la surenchère en fait, c'est jamais trop, je trouve que ça reste vraiment juste en fait dans le ton. Je trouve qu'il n'y a pas de scène gratuite, tu vois. Par exemple, je me suis dit, pendant tout le tome, il va y avoir une scène de viol. Il y en a il y en a plus ou moins une, mais tu vois, on tombe pas dans le truc gras et crade et gratuit en fait. Je trouve que ça reste très bien géré et finalement, encore une fois, dans ces scènes où le personnage pourrait être tenté de céder à leur pulsion, il y a quand même, encore une fois, leur psychologie qui reprend le dessus et le fait qu'il y ait quand même encore le code moral qui soit tout en présent. Donc ça, franchement, c'est assez bien géré et Mochizuki est conscient du sujet qu'il traite. Autre chose, moi je voulais dire dans la mise en scène, Mochizuki dans ce tome-là même dans Dragonhead, met l'accent sur les décors à fond, vraiment. Les personnages sont des fois bouffés par le décor. Il y a beaucoup de planches où finalement les personnages sont tout petits comparés à l'amas de gravats et au train et à tout le décor qui les entoure, encore plus dans le tome 2, mais vraiment, parce que là ils sont dehors. Mais même dans le tome 1, il y a un détail, un souci du détail, il y a même beaucoup de pages entières qui sont uniquement dédiées à des pierres qui tombent, à des gravats, à des monticules, au train qui a déraillé, au corps. Et il y a plein de choses comme ça, et du coup, pour vraiment faire peser l'ambiance et peser vraiment l'espace dans lequel ils sont, et pour dire que c'est vraiment un espace hostile, quoi, tu vois. Les gravats et même aussi les ombres et le noir, parce que vu que dans ce tome-là entièrement... Il n'y a pas du blanc, il n'y a aucun blanc. Ah, c'est ça, vu qu'ils sont... Dans le tome 2 vu qu'ils sont dans... Ah bah, du coup, je verrai bien, mais vu que, en tout cas, là, ils sont vraiment dans le tunnel, c'est vrai qu'il y a un travail au niveau de la lumière qui est très bien fait, parce que... à aucun moment, on sort de ce tunnel, tu lis et tu vois bien le travail qui est fait au niveau de l'éclairage qui est du coup fait pour montrer vraiment l'épaisseur du tome. Ah oui, il est vraiment énorme. Et du coup tu vois bien que on n'est jamais vraiment, il fait jamais clair, on est toujours à la lumière d'une bougie ou d'un peu d'alcool enflammé. Ouais, ou juste des yeux qui s'habituent à l'obscurité. Et aussi, mais tout reste bien discernable en fait. Donc on se perd pas dans la mise en scène, ce qui pourrait être le cas finalement quand c'est très très sombre. Des fois les mangas c'est compliqué à suivre quand une planche est entièrement sombre, mais là franchement il n'y a pas de souci de compréhension, quoi. Puis je trouve que ce qui est aussi très bien, pour moi c'est même peut-être le point positif principal que j'aurais pour ce tome 1 de Dragonhead, c'est que bah du coup, comme tu l'as dit, sur plusieurs aspects, c'est
assez réaliste, que ce soit dans les réactions des personnages et de comment ils évoluent, et puis même sur le dessin, c'est vraiment que ce soit les personnages, les gravats, les décors, tu sens que c'est palpable en fait, et que ça pourrait presque y arriver. Et C'est puis crédible. les réactions justement crédibles des personnages, on les retrouvera dans ma lecture personnelle, qui est aussi du Miyataro Mochizuki, où un des gros points forts du tome que je vais présenter, c'est aussi la réaction crédible du personnage, réaliste. En fait, vraiment, il n'y a pas de... Tu sais, t'as pas l'impression de suivre des personnages, t'as vraiment l'impression de suivre des gens qui pourraient être comme ça dans la rue, même dans ta classe, et dans une situation comme ça. Tu sais, il n'y a pas de situation ou de réaction disproportionnée en fait. C'est des personnages qui existent, en tout cas qui pourraient exister, qui ont leur mentalité, leur réaction. Ils sont pas hauts en couleur, tu vois. Ouais, non, c'est ça, en fait, c'est ça. Et du coup, bah, ça donne ça renforce finalement cet aspect horrifique de l'œuvre et de cette claustrophobie ambiante, en tout cas, qui reste dans ce tome 1. Et de leur évolution, c'est ça en fait. Et puis t'as aussi tout le propos autour de est-ce qu'on accepte l'obscurité, est-ce qu'on la repousse, est-ce qu'on se fait ami avec l'obscurité, est-ce que finalement on accepte son sort ou on essaie de s'en sortir. Il y en a un qui embrasse totalement l'obscurité et qui devient même l'avatar de l'obscurité, et d'autres qui essaient de s'échapper et de retrouver la lumière par tous les moyens, et aussi par le fait de faire brûler les bouteilles, les torchons, l'alcool et tout, les bouteilles d'alcool qui sont utilisées. Il y a plein de trucs super intéressants dans ce tome 1. Et le tome 2 développe encore une fois une facette totalement différente de Dragonhead, et j'ai vraiment hâte de lire la suite. C'est pour ça, parce que moi en fait je lisais ce tome 1, je me disais c'est très intéressant, parce que pour l'instant c'est tout ce que je connais de Dragonhead, ce moment dans le train, et du coup je me dis comment est-ce que ça va se développer en dehors de ce tunnel après s'être échappé. J'avais peur que ça tourne en rond. Moi j'avais peur que ça tourne en rond et que finalement le scénario se morde la queue, tu vois. Finalement je me suis dit j'espère qu'ils vont quand même sortir dans le tome 2 de ce tunnel là. Et oui, dès le tome 2, ils sortent quoi. Et c'est bien réussi, et donc voilà. On aura sûrement l'occasion d'en reparler au fur et à mesure des tomes qui sortent. Peut-être quand ce sera fini, on pourra passer à la suite. Donc c'est tout pour Dragonhead. Passons en deuxième à Give My Regards to Blackjack, c'est Hello to Blackjack. Donc la nouvelle édition qui est en double tome par rapport à la précédente. Manga de Shoujo Sato. De Shuo Sato. Chez Naban, voilà. Du coup, Naban Édition. Alors, pour celui-là, encore une fois, j'ai même pas eu le temps de finir le tome 1, c'est juste qu'on voulait en parler, et voilà, donc toi tu as eu le tome 1 et le tome 2, oui. Mais donc voilà, je vais donner rapidement mon avis sur ce que j'ai lu pour l'instant des premiers chapitres du tome 1. Déjà l'édition, quand même. Déjà l'édition, bah en fait ça va être finalement présent dans à peu près tout ce dont on va parler. L'édition est très belle, elle est vraiment, j'aime beaucoup. Je crois déjà l'édition, la première édition en tome simple, sympathique, c'était assez classique finalement. Classique, hein, mais là vraiment, je trouve que le tome est épais, j'aime bien, c'est vraiment... épais. Il est satisfaisant. On a des pages couleurs au début, mais pas que en plus, hein, parce que rien que là où j'étais à la limite du chapitre 4 à peu près, on a aussi d'autres pages couleurs au milieu. Je sais dans pas le tome 2 encore. Je sais pas si on en a encore d'autres au milieu du tome, mais en tout cas voilà. L'édition, un beau papier, enfin vraiment c'est du double tome, ce sera en 6 tomes. Non, puis c'est satisfaisant, le tome est gros, mais il reste quand même bien dans une manga-tech, c'est-à-dire qu'il est au format classique en fait. Ouais, non, franchement, Et franchement, il est agréable, vraiment j'aime bien cette édition. Très très beau papier, très belle couverture, enfin parfait. C'est sûr que quand tu auras tous les 6 tomes ensemble, ça rendra bien, puis ça fera une bonne œuvre bien réunie. Nickel, donc, voilà. Parfait. Alors, et surtout que le prix est abordable. Ils sont à 12 €. C'est vrai. Donc moins cher que les tomes classiques si vous les achetiez en un par un, quoi. Donc, allez-y quoi. Alors du coup, pour Give My Regards to Blackjack, je vais donner rapidement mon avis vu que j'ai lu que le début. Après je te laisserai enchaîner. Alors moi, sur les quelques chapitres que j'ai lus, j'ai ressenti que c'était, pour le coup, c'est vraiment clairement un manga de médecine. Là où dans d'autres œuvres, ça peut être un prétexte qui après vire sur autre chose. Par exemple, quand j'ai lu Monster, ça commence un peu comme ça sur la médecine et ça part assez vite en thriller et on oublie finalement ce côté médecine très vite puisque le personnage qui est un médecin est en cavale et donc finalement c'est plus ça le sujet principal de l'œuvre. Alors que là, on nous montre clairement dès les premiers chapitres du coup les incohérences, les injustices même du système médical japonais. Voilà. Et c'est vraiment ça. C'est une œuvre vraiment cathartique pour beaucoup de médecins japonais. Elle a été vraiment hyper salvatrice finalement pour beaucoup de médecins pour dénoncer justement toute la situation qui est insoutenable quoi. Derrière, on peut lire découvrir le manga qui a bouleversé le système de santé japonais. Alors j'aimerais bien après avoir lu ça m'intéresser à en quoi du coup ça a changé parce que du coup ça m'intrigue encore plus de lire ça. Mais c'est vrai que
Bah, encore une fois, on a un point de vue très réaliste. Là, pour le coup, on a un jeune interne. Puis il me semble que l'auteur était médecin en fait. Ah ben, ça se sent bien, enfin, en tout cas qu'il était très renseigné, parce qu'on a vraiment beaucoup de termes de médecine directement. Enfin, on sent que c'est vraiment crédible, et que les problèmes qui sont abordés dans ce tome sont réellement des problèmes réels, tu vois, qu'un interne peut être, auquel un interne peut être confronté assez rapidement, et ça parle évidemment d'argent, après les thèmes classiques de la médecine, hein, de la valeur d'une vie, enfin de plein de choses, hein. Ça aussi c'était abordé dans Monster, mais encore une fois c'était pas non plus, enfin c'était dans les thèmes principaux, mais ça s'éloignait quand même de l'aspect médecine, alors que là on reste vraiment dedans, et franchement pour l'instant ça a l'air très intéressant, et j'attends de voir à quel point ça se développera, et on plonge petit à petit du coup dans les travers de la médecine japonaise, et pourquoi ce système est voué à se nécroser petit à petit, parce qu'il y a vraiment des problèmes, que ce soit au niveau des effectifs, au niveau de comment tout s'organise. Enfin, donc vraiment, j'ai envie de voir à quel point ça fouille le sujet, et tout ce qu'on peut apprendre en fait sur ce système qui n'est pas non plus si éloigné de ce qu'on retrouve en France. Voilà, j'allais dire, hâte de voir un manga qui dépeint le système de santé français, parce qu'il y a des choses à dire aussi là-dessus. Mais bah, du coup, je peux... Oui. Bah non, bah déjà pour le dessin, j'avais envie de dire que le dessin est très, je veux dire, comment dire, je sais pas si adaptable c'est le bon mot, mais en tout cas il est très disparate et très différent en fonction des situations. T'y es pas encore arrivé, mais il y a énormément en fait de passages. Des fois le dessin peut être hyperbolique et je veux dire, et exagère énormément les expressions faciales des personnages, bah, comme là on le voit parfaitement par exemple. Ça c'est exagéré, voilà. Et donc, mais des fois il peut se faire, bah, encore une fois, voilà, très bel exemple, très réaliste et très sombre et très, bah, voilà, très impactant. Il peut être des fois très vif et très précis, hyper organique à certains moments, notamment dans les scènes de chirurgie, où vraiment le dessin s'enflamme et devient incroyable, et vraiment des mises en scène dignes des plus grands shonen, quoi. Voilà. Mais en tout cas, voilà, donc le dessin est très bien maîtrisé, l'auteur sait exactement quel trait employer au bon moment, et ça participe absolument à l'immersion. Ensuite, je voulais dire que franchement, le manga est très grandiloquent en fait, vraiment. Il y a énormément de situations qui sont exacerbées au maximum, c'est-à-dire que ne serait-ce qu'une simple opération, une simple demande d'opération devient un sujet, une crise mondiale absolue. Donc les situations sont vraiment poussées à leur paroxysme, et pour moi, ça va emmener un point négatif, notamment qu'on retrouve beaucoup dans le tome 2, même si finalement, je vais en parler, mais ça se transforme en point positif, hein, c'est très bizarre. Mais en tout cas, voilà, on met l'accent sur l'humanisme des personnages. Ça, c'est vraiment un manga qui met l'humain au cœur. Enfin, je sais pas si t'as pu le sentir avec le peu que t'as lu, mais l'humain est mis au cœur du manga. Ouais. C'est-à-dire les émotions, les réactions humaines confrontées à ce système très froid, très médical, très procédural, qui réprime les vraies émotions des médecins, qui finalement, puis la question principale de ce tome, c'est qu'est-ce qu'un médecin, qu'est-ce qu'être médecin, et quel est le devoir d'un médecin finalement. Est-ce qu'il doit faire passer en priorité ses émotions, ses sentiments, ou alors est-ce qu'il doit être froid et doit agir avec discernement à chaque fois? Ça qui est très, très intéressant dans Blackjack, mais j'ai l'impression que c'est un peu, enfin même dans le tome 2, c'est vraiment enfoncé comme ça à coups de pelle bien violent, mais ça fonctionne quand même. Alors justement, les personnages sont tous très hauts en couleur et très, je veux dire, exagérés. Il y a notamment un chirurgien qui est le vieux chirurgien asiatique, mais genre cambodgien, qui a pris sa retraite, qui fait du karaoké et tout. Enfin, voilà, et plein de trucs comme ça. Dès le début, même moi, dès les premiers chapitres, t'as par exemple le premier médecin dans le CHU. Non, c'est pas dans le CHU. Rien que celui-là. Ils sont assez hauts en couleur aussi. Celui-là, là. Voilà, même en dessous, on le voit en train de se dépêcher de manger, parce que être médecin, c'est aussi savoir ne pas dormir et gérer ses journées par rapport à son métier finalement. Et du coup, ça emmène un point négatif, je trouve que. Enfin, c'est très compliqué. En fait, dans le tome 1, un peu, mais dans le tome 2 surtout, le pathos est asséné, mais vraiment à coups de poing violents dans la gueule. Et j'ai l'impression qu'on tire un peu les larmes des yeux, en fait, genre, surtout dans le tome 2 où ils sont dans un centre de un secteur de réanimation pour nouveau-nés, pour prématurés. Le tome 2 est très fort émotionnellement, mais et du coup tout ça tourne autour d'une famille qui doit du coup faire opérer leur enfant qui n'est pas le leur parce qu'ils sont stériles, et du coup il y a énormément de complications là-dessus, et le système de santé japonais est mal fait
par ce, justement, de ce biais-là. Et finalement, j'ai l'impression que le pathos est un peu forcé, notamment par des doubles pages super grandiloquentes et très très tire-larme. Mais ça fonctionne au bout d'un moment, la situation est tellement étirée, et à un moment, l'humain en nous est tellement secoué, notamment lors de la mort, notamment par exemple de certains personnages, c'est tellement choquant que moi, ça m'a fait verser ma larme à la fin du tome 2. Elle est venue comme ça parce que je dirais il est tellement fort. D'ailleurs, beaucoup de gens disent que le tome 2 est le plus choquant de toute la série, et vraiment de loin, et c'est vrai que rien à voir avec le tome 1. Mais c'est vrai que là, le manga prend une autre dimension dans le tome 2, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Mais voilà, c'est en fait un point négatif parce que la narration est très poussive, et vraiment, j'ai l'impression qu'on te force à pleurer, à dire regarde comme c'est triste, regarde comme c'est injuste et tout. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que les situations sont tellement exacerbées et graves que ça en vient à marcher en fait. Mais alors, j'aimerais terminer du coup avec une question, parce que on a tous les deux pas lu le manga Blackjack de Osamu Tezuka, mais du coup, là où t'en es au tome 2, est-ce que tu sais pourquoi du coup ce manga s'appelle Giz Marigar to Blackjack? Parce que du coup je me demande, il doit y avoir un lien quelque part. Donc bien sûr Blackjack ça parle de médecine et on suit un médecin. Voilà, et du coup, je me suis dit qu'à part ça, c'est un hommage, non? C'est ça? Parce que justement là pour l'instant je me disais peut-être qu'il y a quelque chose. Moi, ça reste pas Young Blackjack parce qu'il y a aussi plusieurs mangas qui ont été faits autour de l'univers de Blackjack. Mais pour le coup je connais pas le synopsis de Blackjack de Tezuka, mais je veux dire pour le moment il y a pas eu de référence explicite à Blackjack, mais non, je pense que sincèrement ça doit juste être un hommage, simplement une référence à Blackjack qui a dû inspirer, et à mon avis sans Blackjack il n'y a pas Give My Regards to Blackjack, ça doit être ça. Oui, sûrement. Encore une fois, peut-être qu'on en parlera quand la série sera finie, au fur et à mesure des tomes qui sortiront, mais quand de toute façon il y en a 6, donc ça devrait se faire petit à petit. Mais vraiment, soutenez l'édition, quoi, et c'est Naban en plus, c'est un petit éditeur qui fait vraiment de la bonne qualité, qui propose franchement à un prix très très abordable, une très bonne qualité d'impression et une bonne histoire avec des bons personnages et quelque chose d'émotionnellement fort. Donc allez-y quoi. Franchement, on ne peut que vous conseiller Giz Marigar to Blackjack, et surtout si vous voulez l'acheter, autant le faire maintenant parce que vu que les tomes sont encore en train de sortir, et ça fera moins de dépenses d'un coup quoi, en gros. Troisième lecture, et là on passe encore à du très lourd. Et c'est Vampire de Suehiro Maruo. Alors aussi je change l'image, voilà. Alors le tome 1, parce que encore une fois je n'ai que le tome 1, parce que c'est une très très belle édition aussi du Lézard Noir. Et donc voilà, le tome 2 je l'achèterai quand je pourrai aussi. Et puis voilà, donc mais toi tu as lu le tome 2, encore une fois, c'est moi qui ai lu la moitié. Mais on va au moins pouvoir parler de ce tome là parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Alors déjà, moi c'est mon premier Maruo, faut le savoir, parce que j'ai pas encore eu l'occasion de beaucoup m'y plonger, toi du coup vraiment beaucoup, hein, donc c'est pour ça que tu m'as conseillé de commencer par celui-là. Ouais. Et donc je dois avouer que c'est une très bonne découverte, et justement j'ai envie d'en savoir plus, et forcément c'est un très bon tome, j'ai envie d'acheter le tome 2 et j'ai envie d'en savoir plus sur l'univers de Maruo et de découvrir d'autres de ses œuvres. Alors je pourrais en parler pour le coup là. Ah, ça je suis sûr que tu pourras en parler, ouais. Mais donc déjà Vampire, le premier tome, ça a surtout été une découverte graphique, je pense, parce que Maruo est un auteur qui a un style très atypique et très reconnaissable et très beau, hein, vraiment, clairement. Chacune de ces pages, je sais pas si tu peux montrer vite fait certaines pages à la caméra, on a vraiment énormément de détails sur les pages. On a une atmosphère qui évolue. Il faut bien choisir ses pages parce que dis-le que c'est un manga qui est quand même pas à mettre entre toutes les mains. Oui, alors clairement, là on entre dans de l'horreur vraiment très graphique, hein, clairement. C'est pas forcément de l'horreur. Justement, il faut peut-être parler du courant artistique de Maruo, qui est les Roguro du coup. Oui, voilà. Donc, attends, au pire, je peux y aller si tu veux. Vas-y. Tu peux montrer, comme ça je vais introduire un petit peu. Pourquoi j'ai conseillé Vampire à Maniaco pour une première introduction à Maruo? Parce que c'est quand même, on va dire, le tome et l'œuvre de Maruo qui est pour moi la plus abordable. Parce qu'on a tout simplement, on va dire, les thématiques les plus grand public. Même c'est la meilleure introduction au style graphique de Maruo. Pas commencer avec par exemple un Yume no Kusaku qui est beaucoup plus
trash et beaucoup plus dur à avaler pour une première fois. Donc non, franchement, Vampire, le dessin reste extrêmement classique, c'est vraiment du Maruo pur. Il se permet pas d'extravagance visuelle comme par exemple dans Gichi Gichi-kun où c'est beaucoup plus différent. Mais en tout cas, voilà, je t'ai le conseillé parce que c'est déjà le manga le moins trash de Maruo, de très loin. Excepté Gichi Gichi-kun qui lui est beaucoup plus humoristique. Mais voilà, donc Vampire en tout cas revisite le mythe vampirique à la manière de Maruo, qui est un vampirisme beaucoup plus romantique, beaucoup plus... Ouais, c'est vraiment du romantisme en fait, c'est du vampirisme romantique et quelque chose de très sensuel, quelque chose de comment dire, qui explore beaucoup les thématiques des amants maudits, des pulsions, dans Maruo, clairement. dans tous les mangas de Maruo, tu auras l'occasion de les voir, mais les pulsions les plus profondes et les déviances les plus, les plus tentantes de l'humain sont mises en avant, et notamment là, dans ce tome-là, où on a un super triptyque entre 3 personnages super intéressants, du coup entre Sotoho Enmi, Mori et Luna, et ces 3 personnages-là, du coup, sont tentés par le vampirisme d'une manière ou d'une autre. Donc, t'en as un qui a une attirance pour tout ce qui est déviance, qui est casser les codes moraux et les codes, le système préétabli, hein, qui va mettre le feu à certaines choses, qui va commencer à insulter, etc. Machin. L'autre qui a une prédisposition psychologique à être tenté par tout ce qui est transhumanisme et devenir plus qu'un humain finalement, être supérieur aux autres. Et l'autre, du coup, qui a par esprit de vengeance, parce qu'il y a John Wayne Gacy dans ce magnifique tome. Ouais, je viens de le montrer. Justement. Voilà, et pour être un esprit de vengeance, va essayer de devenir plus qu'humaine, et devenir, du coup, renier son humanité pour devenir un véritable vampire et se venger de son violeur. Voilà, donc en tout cas, pour moi, vas-y, je vais te laisser après développer un peu, parce que je pourrais en parler pendant des heures. Ouais, mais non, du coup, vraiment, si vous voulez commencer par Maruo, commencez par Vampire, et surtout pas par des tomes comme Yume no Kusaku qui sont beaucoup plus hermétiques et beaucoup moins faciles à lire. Même la jeune fille aux camélias, qui est son œuvre la plus connue, je vous la conseille pas forcément pour un début, en tout cas commencer par Vampire puis Super Édition quoi. Ouais, clairement. Relié, cartonné quoi, parfaite. Enfin moi j'ai embroché aussi parce que j'ai fait l'erreur d'acheter parce qu'il y a 2 éditions du coup. Mais voilà, Vampire c'était une œuvre que j'ai énormément appréciée, surtout le tome 1, le tome 2 est plus dispensable selon moi. Mais je te laisse du coup parler, désolé j'ai parlé longtemps mais... Non mais très parce que tu en connais beaucoup plus que moi du coup là-dessus. Du coup j'ai trouvé que on a une violence assez graphique mais qui reste cohérente au niveau de toute cette relecture du mythe du vampire qui reste assez classique sur certains points tout en gardant cet univers de Maruo, clairement là par exemple, les vampires se contentent pas comme dans certaines œuvres de juste mordre le cou et de se contenter de petits filets de sang. Là non, là on a des scènes quand même assez gore à certains moments. Ça allie du coup du gore avec de la sexualité à plusieurs moments. Hein, donc, les Roguro. Parce que oui, les Roguro c'est de l'érotisme grotesque, mêlé avec quelque chose de très sanglant, hein, très sanguinolent, donc voilà. Donc c'était une lecture assez rapide, mais du coup j'ai pas vu le temps passer, hein, clairement. Parce qu'en même temps, du coup, il y a énormément de détails graphiquement, c'est que ça reste quand même très intéressant. Pour tout ce que ça parle, hein. Et évidemment, il n'y a pas vraiment de tabou non plus dans Vampire, hein. Ça parle énormément de dans Maruo, il n'y a pas trop de tabou, hein, vraiment. Voilà. Ça risque pas trop. Donc, tu as parlé aussi des 3 personnages principaux qu'on voit dans ce tome. Il y a aussi la femme chameau qui était. Rakuda Onna, qui est vraiment exactement. un personnage. Il est plus secondaire celui-là. Ouais. Mais je trouvais quand même assez marquante en fait cette figure. Graphiquement, il est marquant déjà. C'est une vieille femme qui, pour le coup, le fait d'être une vampire ne lui empêche pas d'avoir une apparence vieillissante. Hein, clairement, on sent que pour elle, l'âge est toujours en train de peser sur son corps. Et rien que je trouvais que par sa présence, surtout qu'on commence par elle aussi en même temps. Par son analepse. Oui, exactement. Ouais. Et je trouve que ça posait déjà pas mal les bases et que rien qu'en elle-même, elle garde cet aspect horrifique aussi qui plane sur le tome en tout cas, parce que c'est aussi d'elle que part
tous les autres vampires qui viendront après. Mais t'as un vrai aspect sectaire en fait, vraiment avec des rituels, avec des mécaniques bien précises, quelque chose qu'on retrouve vraiment par exemple dans Docteur Inugami de même auteur, où vraiment Maruo, c'est parce que il y a énormément de. Enfin, je vais pas commencer, mais Maruo a énormément de thèmes à explorer, notamment celui du cirque, de la difformité humaine et des rituels religieux et ou surnaturels. Et dans Vampire, il y a un peu de ça en fait, et parce que du coup, les personnages doivent ramener des sources de jeunesse éternelle à la femme chameau justement. Et le tome 1 se finit sur le cliffhanger justement de Luna, donc la fille qui s'est faite violer, qui doit justement revenir, essayer de se venger, enfin comment dire, de retrouver la rédemption dans le fait d'être une vampire et d'accepter son nouveau corps, et du coup la relation quasi fusionnelle et sexuelle qu'elle va trouver avec beaucoup de personnages. Donc voilà quoi. Mais là déjà, rien que Luna, quand tu parles de rituels et tout ça, mais on y est déjà vraiment directement à la fin du tome quand elle se fait transformer. Même avant. Hein. Et oui, non, mais déjà même avant. Et à ce moment-là, encore plus, parce qu'on voit d'un seul coup un rapprochement, très poussé avec le personnage principal, rappelle-moi son nom. Mori. Et justement, elle se pose des questions quant à transformer en vampire ou non le troisième personnage. Et. Pas trop l'ouvrir parce que c'est fragile quand on Oui, non, quand même. Mais non, mais voilà, en tout cas, Vampire, très sympathique introduction à Maruo, ça me donne vraiment envie de connaître plus son univers. Rien que graphiquement, hein, j'ai eu la chance de voir du coup, d'observer tes artbooks de Maruo. Et, ma grande fierté. C'est vraiment un style que je trouve magnifique, hein, clairement. Et voilà, ça me donne envie d'acheter les autres tomes disponibles. C'est que le truc, c'est que c'est un dessin très très subtil, très fin, vraiment précis comme de la haute couture, alors qu'on est dans un Eroguro, du coup, totalement à l'inverse de ce qu'on va parler juste après. Tout de suite, Oui. qui est un Eroguro totalement débridé, beaucoup plus que celui de Maruo. Et donc on parle de quoi? Est-ce que tu peux me donner le nom de ce manga? C'est les deux tomes. Les deux tomes de Carnet de Massacre de Shintaro Kago, publiés chez IMHO. Alors, Carnet de Massacre, alors moi j'ai pas les tomes, c'est toi qui me les a prêtés, donc c'est pour ça qu'on va pouvoir vous les montrer clairement là. Donc je vais vous montrer petit à petit les tomes comme ça. Parce que je me suis intéressé depuis un peu longtemps à l'Eroguro, mais du coup c'est l'occasion pour Maniaco aussi de s'y mettre, parce que j'ai acheté beaucoup de tomes et du coup je peux lui en prêter facilement. Voilà, et du coup moi ça me permet de les apprécier, parce que... Faire des économies. Oui, parce qu'en plus c'est des tomes qui sont pas non plus... qui coûtent quand même leur prix, mais c'est totalement compréhensible. En même temps c'est clairement pas des tomes grand public, hein, oblige. Alors... Carnet de Massacre, c'est aussi ma découverte de Shintaro Kago. Hein. Ouais, je l'ai découvert. En même temps, c'est la seule introduction possible. Oui, voilà. C'est la seule possible parce que Shintaro Kago a un univers très 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 cintré. Et si on commence par d'autres œuvres, par exemple Fraction ou Anamorphosis, on ne va pas forcément comprendre. Et au moins, ces deux tomes-là sont les plus gore, les plus trash que j'ai pu lire de toute ma vie. Et du coup, forcément, oui, parce que là, pour le coup, vraiment, on vous le dit, si vous êtes facilement choqué, c'est même pas la peine de jeter un œil à l'intérieur du tome, parce que là on est dans la plus grosse déviance absolue, c'est terrible. Ouais. Mais du coup, oui, Shintaro Kago, si vous voulez vous y mettre, c'est très très codifié. Il faut commencer par les Carnets de Massacre, après Fraction, après Anamorphosis, et après, par contre, vous pouvez lire soit La Grande Invasion Mongole, soit Une collision accidentelle sur le chemin de l'école peut-elle donner lieu à un baiser. C'est le titre entier. Vrai. Donc voilà, en tout cas, si vous voulez vous y mettre, renseignez-vous avant de lire n'importe quel tome de Kago. En tout cas, ça m'a vraiment donné envie parce que, je vais vous le cacher, j'ai vraiment aimé ces deux Carnets de Massacre. C'est vraiment qui tout double, hein, pour le coup. Moi, j'ai vraiment aimé, je vais expliquer du coup. Hâte de lire Fraction et Anamorphosis, hein, et de les acheter et de les avoir aussi dans ma collection parce que... t'as envie. Franchement, oui, entre ça et Maruo, je me dis, ça fait encore d'autres choses à acheter. Ça va commencer à faire beaucoup, mais bon, si c'est pour de la qualité comme ça, on va y aller sans problème. Hein. Enfin, sans problème. On va avoir des thunes quand même. Donc, les deux Carnets de Massacre. Alors, j'ai lu d'abord les 13 contes cruels du Grand Edo, et après, je suis passé par les incidents de Tengai. J'ai beaucoup aimé les deux tomes, peut-être un peu plus le premier si je devais en choisir un, mais je trouve que les deux vont très loin dans ce qu'ils veulent montrer. Et alors en fait c'est très intéressant parce que c'est en même temps très gore et très violent sur beaucoup d'aspects, mais en même temps il y a des scènes hilarantes. Ouais, c'est ça. Il y a certaines scènes qui sont vraiment poussées dans leur absurdité la plus totale.
Et c'est clairement un mélange qui, en tout cas pour moi, chez moi, a très bien fonctionné. Tu vois, genre, au début, je commençais. Je trouve que le premier chapitre des 13 contes cruels du Grand Edo est déjà assez poussé. Hein. On a de la violence et de l'horreur graphique vraiment très exacerbée, hein, avec un personnage avec vraiment le visage déformé et qui finit encore plus mal. Mais et à la fin, cette forme fantomatique vraiment terrifiante finit par devenir un personnage de fond assez classique qui parle normalement. Enfin, vraiment, il y a une absurdité ambiante qui pèse dans tout le tome, et il y a, qui pèse, mais sans non plus rabaisser l'impact de ce qui se passe, tu vois. Et on a aussi une évolution au fur et à mesure des chapitres, c'est-à-dire que les chapitres au début fonctionnent assez comment dire, tu vois, tout seul en eux-mêmes. Au début c'est très épisodique. C'est très épisodique, voilà. Mais pourtant, ça pose un univers qui commence à se développer au fur et à mesure de la lecture, avec des personnages qui reviennent dans des chapitres suivants, et ça reste maîtrisé de bout en bout. Clairement. Il y a une évolution, autant dans l'horreur sur certains points, qui atteignent une inventivité vraiment dingue. Il y a certains trucs, tu te dis comment t'y as pensé, mais c'est ouf, hein. Rien que dans les incidents de Tengai, où on a aussi des idées de torture et d'enfer qui sont vraiment, tu te dis, génial, c'est trop cool. Enfin, c'est cool d'y avoir pensé, en fait. À l'écran, c'est vraiment, dans le dessin, ça reste assez perturbant, parce que c'est vraiment, ça pousse le body horror et de l'absurdité à un paroxysme fou. Et retrouver ça dans un manga, en fait, je trouve ça très rafraîchissant déjà, hein, parce que t'as pas l'habitude de voir ça, clairement, que ce soit niveau horreur ou niveau humour. Et franchement, je trouve, moi, ça m'a donné clairement envie de découvrir tout l'univers de Kago, même si ça ira pas forcément. Peut-être tu l'as dit, c'est les tomes les plus violents finalement de ce qu'on peut trouver de sa bibliographie. Mais en tout cas, j'ai été pris par l'ambiance, par l'écriture et les personnages, et je trouvais l'évolution tellement inventive que j'ai envie d'en voir plus, quoi. Tu vois. Ouais. Alors, du coup, c'est difficile de parler de Kago uniquement à travers ces carnets de massacre, parce que c'est vrai que c'est les tomes les plus gore, les plus fous et violents et vraiment ignobles, quoi, que vous pouvez trouver, à mon avis, sur le marché français, en tout cas, vraiment, je pense. Parce qu'à l'époque, quand j'avais recherché le manga le plus violent, on m'avait dit Ichi the Killer, du coup, on va en parler après. On va en parler juste après. Mais non, en fait, vraiment, non, je vous jure que là, vraiment, Kago, dans les carnets de massacre, on est vraiment dans un paroxysme inventif tellement incroyable. Donc ouais, il y a vraiment une inventivité dans le morbide et qui est très humoristique. Finalement, c'est ça, c'est le lecture. Enfin moi, en tout cas, j'étais très confus. Est-ce que je dois rire? Est-ce que je dois m'offusquer de la situation que je vois? Vraiment, des fois, c'est ignoble. Enfin, heureusement qu'on n'a pas les tomes pour vous montrer, parce que j'ai des scènes en tête qui sont vraiment terribles, et notamment dans les incidents de Tengai, où il y a vraiment la première histoire, elle est vraiment dure à regarder, mais vraiment, quoi, avec les cerveaux et tout. Vraiment, putain, mais en plus, c'est ça que Kago ne nous épargne pas du tout. Les lecteurs sont ses victimes favorites, finalement, parce que les victimes de Kago, il les explose facilement dans ces tomes, mais les vraies victimes, c'est nous, c'est les lecteurs, véritablement, parce que il y a vraiment des scènes qui sont dures à regarder, quoi, des pauvres gens qui sont gentils et honnêtes, qui se font torturer, détruire par des enculés. C'est compliqué, et donc le lecteur est très confus. Enfin, moi en tout cas j'étais très confus, et c'était pour ça une lecture qui est atypique, qui va te marquer jusqu'à la fin de tes jours, quoi. Et notamment après, parce que Kago adore nous manipuler et nous mener en bateau. Tu le verras quand je te prêterai les tomes. Fraction, surtout Fraction, qui est vraiment un de mes tomes préférés de ma mangatech, tellement c'est fou d'inventivité et de créativité, parce que ça, c'est la créativité de Kago qui est vraiment incroyable, quoi, qui est absolument folle. Mais du coup, oui, c'est un grand n'importe quoi, mais un grand n'importe quoi génial. Tu vois, c'est ça, c'est que c'est vraiment n'importe quoi, mais on est dans quelque chose de maîtrisé, une diégèse qui est parfaite, c'est ça, hein, comme tu le disais, on retrouve des choses, des éléments après, des éléments de background qui ont été au début, les histoires du début sont pas oblitérées, et on a vraiment la récupération de tous ces éléments qui est là, pour dire que tous déroulent dans un même univers. Et donc voilà, c'est une lecture qui est absolument marquante en tout point. Des fois, on a juste une mise en scène juste super inventive et créative, juste pour donner du gore facile, et des fois on a une vraie diatribe, de certains travers sociétaux, notamment dans les incidents de Tengai, avec beaucoup de critiques, notamment sur les plaisirs coupables de certaines grandes fortunes, ou même des critiques du système de l'impôt japonais.
Et voilà, donc c'est un corpus en tout cas pour moi de Kago qui est super important à avoir en entier pour comprendre vraiment son œuvre et ce qu'il veut faire transparaître dans ses créations. Donc du coup j'espère que tu auras l'occasion d'acheter les tomes de Shintaro Kago. J'aurai l'occasion je pense. Mais j'espère en tout cas aussi. Ouais. Mais voilà, donc oui, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est vraiment une expérience. Hein. Lire Shintaro Kago, à chaque fois, vraiment, j'ai été. Mais en fait, à tous les tomes. C'est-à-dire que moi, j'ai acheté les 6 d'un coup, les 6 publiés chez Yamasho, et à chaque fois, j'étais surpris. C'est fou quand même d'être surpris. Alors peut-être que Yamasho a bien fait son travail, a bien choisi lesquels éditer, parce qu'il en a fait beaucoup, des choses Kago. Mais voilà, en tout cas, c'est génial. Moi, c'est un de mes auteurs d'Eroguro préférés. Je sais que la pointure, c'est Maruo, mais en tout cas, moi, si j'avais une petite préférence quand même dans la lecture, parce que même tout à l'heure j'ai lu L'Enfer en bouteille de Maruo, c'est excellent, mais j'ai pas la folie visuelle de Shintaro Kago qui vraiment moi me plaît énormément quoi. Donc ouais, c'est vraiment une expérience. Si vous avez l'occasion et que vous voyez le carnet de massacre et que vous avez déjà le corps bien accroché, jetez-vous sur ces tomes là et en tout cas vous allez ne pas regretter cette expérience qui est folle. Ouais, je veux dire, quand tu lis ces tomes, il y a forcément des moments où en lisant, tu vas être repoussé en disant, alors, même oralement, qu'est-ce qui se passe. Non mais nous on n'est pas facilement choqués du tout. C'est-à-dire que j'ai vu énormément de films et de créations dégueulasses, mais vraiment du snuff movie dégueu, mais facile et tout. Mais Kago, des fois, par sa mise en scène, par ses personnages, avec c'est vraiment des moments où tu te dis. Des fois tu te dis putain, mais vraiment, alors que pour le coup, je suis vraiment pas facilement choqué par ça quoi. Hein. Et j'ai lu Les Maros et j'ai jamais été choqué par vraiment le chapitre sur les paysans qui se font ouvrir le cerveau là, mec. Vraiment, c'est le pire truc. Enfin, tu sais, ils sont encore vivants, mais ils sont. C'est terrible. Lobotomisés. C'est terrible. Après, il y a un autre manga où je peux encore en parler parce que ça m'est encore arrivé tout à l'heure de lire un peu et d'avoir 2-3 moments où je me suis dit vraiment, c'est vraiment ce qui se passe. Et c'est Ichi the Killer, et on va y passer tout de suite. Parce que la vidéo dure longtemps là. La vidéo dure longtemps, mais là on a quasiment fini. Il y a tellement de trucs. Voilà, on va pas bâcler tout ce qu'on a à dire. Alors, Ichi the Killer, qui est un manga littéralement violemment addictif. Oui. Alors j'ai pas encore le temps de le finir. Déjà les tomes sont assez durs à trouver. Heureusement que tu me les as prêtés encore une fois. Parce que moi j'ai eu la chance de les avoir au rayon manga. C'est vrai. Très bon youtubeur de son état. J'ai eu la chance, donc il me les a vendus à un très bon prix à l'époque. Et du coup heureusement que je les ai parce que comme ça tu peux en profiter aussi. Alors j'avais déjà lu certains passages à l'époque, il y a quelques années quand tu les as eus et que tu m'avais prêté pour certaines scènes particulièrement iconiques. Et dont j'ai encore des souvenirs. Il y en a certaines que j'ai pas encore vues, notamment celle du dernier tome. Là j'en suis au 7ème tome globalement sur 10. Mais j'ai déjà eu le temps de voir pas mal de choses, certaines dont je me souvenais et que j'étais très content de revoir en manga. Alors Ichi the Killer, clairement, il y a encore cet aspect ultra violence qui est très présent, hein. Clairement c'est ce qu'on retient le plus de l'œuvre. Sauf que finalement comparé au Carnet de Massacre dont on parlait avant, donc tu disais que c'était peut-être encore plus dans l'horreur. Carnet de Massacre se permet, Kago se permet avec ce Carnet de Massacre d'aller encore plus loin dans la fantasy des fois, alors que Ichi the Killer reste finalement assez réaliste, même si des fois vraiment dans ce qui se passe, ça fait vraiment gros, hein, notamment certaines actions de Ichi. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est contrairement à Kago, on a ce réalisme de la torture, en fait, c'est vraiment des scènes de torture. Non, mais qui sont le truc c'est que très le ton violentes. est pas du tout le même. Oui. L'auteur veut pas du tout transmettre le même message et te faire provoquer la même réaction, c'est-à-dire que Shintaro Kago est véritablement dans de l'absurde, de l'Eroguro pur quoi, absurde. On peut dire que Ichi est dans l'Eroguro, parce que du coup je me penche sur la question, je me dis est-ce que Ichi the Killer c'est de l'Eroguro? Oui, non, il y a des fois certains moments, oui, notamment vers la fin, que tu n'as pas encore eu l'occasion de lire. Ouais. Mais en tout cas, comme tu le dis, c'est vrai que l'auteur nous montre, Hideo Yamamoto, qui est un auteur que j'aime beaucoup, nous montre la dure réalité de la violence, mais Yakuza, du milieu Yakuza. À son paroxysme. Ouais, mais vraiment dans son intégralité et sans détour, quoi. Il n'y a pas d'ellipse, il n'y a pas de... Il y a quelques censures parce qu'il y a vraiment des scènes qui sont ignobles, absolument ignobles, que tu verras du coup, notamment autour du sexe masculin qui est torturé, mutilé dans tous ses aspects. Mais du coup, c'est vrai que comme tu le dis, Yamamoto ne fait aucune concession, quoi, nous montre l'horreur sans détour.
Et oui, c'est vrai que j'imagine que pour toi ça va être quand même assez impressionnant à lire, parce que moi du coup ça fait quand même quelques années que je l'ai lu, mais mais Ichi c'est quand même un souvenir impérissable, et puis notamment par des personnages absolument fous, hauts en couleur, par une mise en scène folle, parce que Clairement, clairement. parce que Yamamoto est un très bon metteur en scène, même dans son Ouais. manga, le découpage est vraiment pas mal, bon, même si l'édition laisse un peu à désirer, parce que finalement, bon là c'est le tome 10 qui est le plus rare d'ailleurs, mais voilà, c'est vrai que l'édition laisse un peu à désirer, il y a certains, putain, bon ouais, on va pas le montrer, il y a certains découpages qui sont spéciaux, notamment, comme c'est un vieux manga, vous voyez par exemple, là ce genre de truc, ce genre de découpage là qui s'arrête pile au niveau de la page, c'est assez spécial, il n'y a pas de bande blanche. Oui, ça, il y a des fois où je me demandais si certains dessins Oui, étaient c'est vraiment coupé, faits ouais. pour s'arrêter là, Non, parce non. que vraiment on voit le visage du perso qui s'arrête là, mais il n'y a pas de ligne blanche, on a vraiment l'impression que limite le dessin était trop bas, enfin, on n'est pas trop sûr de comprendre. Mais en tout cas, le trait de Yamamoto rend vraiment très bien. On a vraiment des visages, surtout au niveau des expressions, en particulier Kakira, vous voyez à votre droite. Vous avez jamais vu un spectre de faciès aussi divers, quoi. Que ce soit les visages de Ichi qui est un personnage assez particulier, très torturé comme personnage. Qu'on met un peu de temps à cerner. D'ailleurs, même à la fin, on comprend pas forcément ce qu'il pense. Et c'est ça, en fait, c'est tout ce travail autour du décalage entre l'apparence des personnages et l'idiosyncrasie profonde de leur identité. Par exemple, justement, Ichi qui est un personnage très pusillanime, très timide, très réservé, avec forcément un physique très surprenant, mais qui est un tueur absolument terrible et qui va détruire ses adversaires et les trancher en mille morceaux. Tout en restant en pleurnichard. Tout en restant en pleurnichard, alors que justement Kakihara qui est le Yakuza ultime avec le sourire de Glasgow, le sourire de Glasgow, le maso poussé à l'acmé possible. Enfin, et du coup ce personnage là qui en final casse une vraie sensibilité. Enfin, je sais pas si tu l'as déjà vu, mais il cache une vraie sensibilité ce personnage, et c'est très. Finalement rien que dès le tome 1, parce que dès le tome 1 on le voit vraiment pleurer son patron, et donc on comprend déjà que ça va plus loin, même si qui était son tortionnaire. Oui, et on sent que vraiment à partir de, je pense qu'à partir du tome 3-4 où vraiment il se fait excommunier, il y a vraiment ce craquage, et là on tombe dans la folie pure à partir du tome fin du tome 5, tome 6. Là il y a les jumeaux qui arrivent, pareil, aussi niveau faciès, on a des expressions mais de taré, mais vraiment, on voit ça, mais Kakihara reste quand même le meilleur là-dessus, hein, vraiment. Je pense qu'à chaque tome on peut trouver des planches de visages parfaits qui fait, et terrifiant. Ouais, c'est ça, mais lorsqu'on vous dit que Kago, vraiment la Kago en tout cas Carnet de Massacre et Ichi the Killer, pour vous dire, là, on n'est pas en train de surréagir et de dire que c'est vraiment, c'est un peu gore et tout, on n'est pas dans du DeadTube ou dans du King's Game, là. Hein. Non, mais là, vraiment, c'est vraiment pour les gens qui sont avertis. Là, on est dans le plus gore qu'on ait lu, vraiment, là, vous aurez du mal à trouver pire, hein, parce que là, niveau scène, là, on a vraiment des scènes de torture à quasiment chaque tome, hein, je pense. Ouais, puis poussé très très loin, quoi. C'est ça, c'est pas des scènes de torture à random, à la con, qu'on peut trouver dans d'autres mangas. Là, vraiment, c'est pas que le point principal finalement, hein, mais le pire c'est que c'est une violence vraiment poussée à un certain extrême, mais on en redemande, parce qu'on se dit comment ça peut encore se réinventer, tu vois. Parce que dès les premiers tomes, ça reste quand même déjà très très puissant, et là j'ai jamais été déçu de l'évolution et de l'enchaînement qu'on a au niveau de la violence et de la torture. Justement, un point qui est intéressant à soulever, parce que je sais que ça divise beaucoup la communauté et les fans du Ichi the Killer, moi je trouve que c'est un point positif, c'est le fait que Yamamoto, à la fin de son œuvre, en fait, envoie un peu valdinguer tout cet univers sérieux qu'il a construit pour une scène totalement absurde et une fin absurde et juste hilarante. Et du coup, le fait qu'ils ne se prennent pas trop au sérieux, ça donne encore un goût particulier à l'œuvre, parce que c'est vrai que si c'était sérieux jusqu'au bout, ça aurait... finalement, c'est une expérience, mais je pense qu'on aurait aimé justement ce petit piment, se dire, c'est vrai que c'est très sérieux, mais c'est très dur à avaler, très dur à lire finalement, mais la fin... Quand tu auras l'occasion de la lire. J'avais déjà lu la fin il y a quelques années, donc déjà je vois déjà de quoi tu parles. Mais la fin est juste ridicule, mais ridicule dans le bon sens du terme. Et donc justement c'est une lecture qui est absolument géniale et qu'il faut posséder, très dur à posséder. Mais en tout cas si vous avez l'occasion de les lire en scan, enfin c'est pas bien de dire ça, mais parce que franchement la spéculation sur Ichi... Mais voilà, si vous avez l'occasion de les lire en scan... des centaines d'euros à claquer, vraiment. Là... Ouais, voilà. Si vous avez l'occasion de les lire en scan, allez-y pour le coup, parce que c'est une expérience... Je suis sûr que c'est pas la même expérience qu'en tome, parce que ça remplacera jamais.
Mais voilà, donc oui, on va explorer toutes les facettes les plus sombres de Ouais. l'humain, vraiment. Enfin, Ichi, c'est une expérience de vie, quoi. Ça reste très créatif tout en étant assez crédible dans. Enfin. Sur là où on peut pousser vraiment la torture à son maximal, tu vois. Ouais. Et ça arrive à un extrême presque jamais atteint finalement. C'est aussi un manga choral parce que Ichi, qui donne son nom à l'œuvre, est finalement pas tant Non, le personnage non. principal que Kakihara. Bah, d'ailleurs, celui que le fandom retient, c'est Kakihara. C'est pas pour rien Ouais. qu'il soit sur la couverture, ça s'appelle Ichi, mais c'est Kakihara sur le terrain. C'est celui qu'on voit le plus en fait. Mais justement, c'est que tous les événements qui s'y passent, on les comprend encore davantage puisqu'on voit la vision des différents partis. C'est-à-dire que Kakihara, il y a tout cet aspect violence et vengeance. Et de l'autre côté, avec Ichi, le vieux Gigi, et les trois autres qu'on voit dès le début qui sont là, la team de nettoyeurs, on voit plus ce côté mind game, enfin surtout du côté du vieux, où il arrive à anticiper tout ce qui va se passer, et tout en essayant d'arriver à ses fins. Et à côté de ça, il y a Ichi qui se retrouve au milieu de ça, et qui est un peu manipulé, parce que lui en même temps, c'est un personnage qui est psychologiquement très instable, vraiment. Et donc ça arrive à évoluer de plein de façons, mais même les autres personnages plus secondaires restent quand même assez bien développés. Tu vois, celui qui se fait très rapidement cramer dans les premiers tomes, là. Ouais, mais en fait, le truc, rien c'est que ça. lui, C'est ça, c'est que mais, en fait, beaucoup de gens vendent Ichi vendent mal Ichi pour moi par le fait que, regardez, il y a de la nécrophilie, il y a du viol et tout, il y a de la torture. Ouais, mais c'est pas ça le. Enfin, c'est ça que Yamamoto veut nous montrer, mais c'est pas de ce sens-là. C'est pas pour juste ressentir un plaisir malsain, parce qu'il veut nous montrer ça sans détour pour montrer vraiment la dure réalité de l'univers, de cet univers-là. La dure réalité qu'endurent nos personnages et vraiment le mal-être qu'ils ressentent eux, parce qu'il y a beaucoup de scènes justement de mal-être où Ichi est torturé, il va voir des prostituées, etc. Ou Kakihara aussi il tombe dans les pires travers. Et du coup pour moi, Ichi the Killer c'est beaucoup plus qu'un manga de torture finalement. On en sort beaucoup plus que dans un snuff movie classique, notamment. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu le film de Takeshi Miike, parce qu'il y a eu l'animé il y a eu- épisode 0. il y a eu une adaptation en film live par Takeshi Miike, grand réalisateur japonais, qui s'écarte pas mal et qui est assez édulcoré. Il y a eu aussi une adaptation animée, un épisode 0 de un OAV, que du coup je t'ai prêté parce qu'il est introuvable encore une fois, désolé, hein, mais introuvable encore une fois sur internet. Bah, même en torrent, vraiment j'ai essayé, c'est vraiment impossible. Et encore une fois, hyper intéressant on pourra en parler un jour. Par contre, en de plus, cette, le préquel de Ichi, mais vraiment par une mise en scène spéciale avec vraiment un graphisme très très spécial, une Tout est très colorimétrie spécial, très très bizarre. Enfin, une bande-son vraiment à des années-lumière de ce qu'on a l'habitude de voir. enfin bref, lisez Ichi si vous pouvez le Si retrouver vous sans scan. pouvez, voilà, non mais clairement, c'est une lecture qui est très dure, mais dont on veut connaître la suite à chaque fois. On se demande jusqu'où ça va aller, on n'est jamais déçu. Les personnages sont vraiment intéressants à suivre, et voilà, et jusqu'à la fin. Surtout cette qualité. Et non mais ici The Killer, clairement, au niveau purement de la violence gore, on peut difficilement aller encore plus loin, en tout cas en restant dans cet aspect réalisme, en tout cas. Sans aller dans les rigoureux. C'est ça, mais ça reste le paroxysme de ce qu'on pourrait réellement faire au niveau des tortures. De ce que le corps humain peut endurer, peut supporter. C'est ça. Parce que imaginez vos pires cauchemars, dire t'imagines si on me coupait la tub avec des ciseaux. Tu imagines même si Bah, on y a mettait ça dans Ichi, y a si ça on dans mettait Ichi. ma tub dans une poêle à frire avec de l'huile. Voilà, bah il y a Enfin, ça. on va tout donner ça. tous les exemples parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses, mais voilà, mais notamment dites-vous que Kakira ne vous décevra probablement jamais. Non, voilà. Bah voilà, donc là on a fini globalement pour la plupart des lectures qu'on avait. Alors moi je terminerai avec ma lecture un peu plus agréable, en tout cas moins violente par rapport à tout ça. Donc je te laisse Moi, déjà non, commencer du coup, par la ouais. tienne. C'est pour ça que je te laisse commencer par la tienne. Voilà, alors moi du coup Vas-y. je vais parler de la Dame de la Chambre Close de Minetaro Mochizuki, qui encore une fois désolé un tome dur à trouver finalement, mais il reste encore abordable. Hein. Mais du coup la Dame de la Chambre Close, pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'au début je voulais parler de Yushiharu Tsuge ou de Usumaru Furuya, mais je me suis dit bon allez je vais quand même faire quelque chose de plus soft et moins compliqué à analyser.
Et je vais partir sur la Dame de la Chambre Close. C'est un one-shot d'horreur, donc de Minetaro Mochizuki, donc l'auteur de Dragonhead. D'ailleurs, le trait est beaucoup plus amateur et plus primaire que Dragonhead. On voit que c'est vraiment les balbutiements de Minetaro Mochizuki. Et donc en fait, Mochizuki revisite une légende urbaine au Japon, hein, qui est du coup cette femme aux longs cheveux noirs et à la peau livide qui va toquer chez ton voisin dans la nuit. Et du coup, on peut dire que, enfin, qu'est-ce que je pourrais dire sur ce one shot déjà Minetaro Mochizuki frappe par le réalisme des comportements de ses personnages. Encore une fois, comme dans Dragonhead, hein. Les réactions sont absolument réalistes et plusieurs fois, je me suis dit. Là, je suis à la place du personnage, je lui casse la gueule. Et il lui casse la gueule, tu vois. Là, je suis à la place du personnage, je fuis, il fuit. Je suis à la place du personnage, je fais telle chose, il fait telle chose. En fait, c'est agréable. Tu te dis, je pourrais vraiment être à la place du personnage, qu'est-ce qui m'arrive, tu vois. J'aurais fait les mêmes choix, du coup, comment ça va finir. Et en plus, le tome se termine pas forcément bien. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une fin ouverte, puisque c'est une légende urbaine, donc il faut laisser l'interprétation marcher pour le lecteur. Mais du coup, oui... on va dire que ça se finit pas forcément bien pour les personnages, alors que tu aurais fait exactement les mêmes choix. Du coup, c'est une lecture qui est très spéciale, où tu t'impliques beaucoup dans le sort des personnages, et finalement des réactions très sympathiques et agréables à voir, parce que les personnages sont pas bêtes, sont pas cons et réagissent pas de manière fictive. Et du coup, oui, le lecteur est très impliqué, donc finalement, parce que ça fait déjà assez longtemps qu'on fait la vidéo, mais globalement, c'est une bonne introduction pour Mochizuki. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de vous le procurer, je vous le conseille fortement. C'est un beau one-shot d'horreur à vous mettre dans votre étage horreur. C'est un format classique, Takobon, style n'importe quoi, My Hero Academia, One Piece, tout ça. C'est pas un grand format, mais en tout cas, voilà, puis pas de fioriture d'édition, hein, mais sur un tome... T'as l'histoire, c'est tout. Mais en tout cas, voilà, ça reste très spécial. L'angoisse est présente. C'est quelque chose de... Franchement, c'est vrai que c'est rare que je sois autant angoissé, mais le personnage de la femme aux cheveux longs, là, qui s'appelle Sachiko, je crois, est vraiment flippant et on sait pas si elle est réelle, si elle n'existe pas, et où sont ses victimes. Enfin, c'est très spécial. Il y a beaucoup de marge d'interprétation dans ce tome. J'y ai réfléchi pendant pas mal de temps. Et en tout cas, c'est une lecture qui vous laissera pas insensible et c'est extrêmement cool. Si vous voyez sur Vinted, à mon avis, ça se trouve dans la vingtaine d'euros le tome, bah foncez. Et si vous êtes fan de Mochizuki, de toute façon, j'imagine que vous l'avez déjà. Et ben, donc très bien. Moi, je vais terminer toute cette série. Alors, on va aller assez loin de Ichi the Killer, de Carnet de Massacre, même de Dragonhead, de Vampire et même de Blackjack finalement, avec une lecture beaucoup plus agréable et positive. Hein, là pour le coup, il n'y a pas un pet d'horreur dans ce dont je vais vous parler. C'est tout simplement Aria the Masterpiece. Alors Aria, déjà l'édition est très cool. C'est The Masterpiece, hein, c'est l'édition finale qui... Alors ce premier tome regroupe déjà le préquel de Aria, à savoir Aqua, et donc après voilà, les tomes d'Aria s'enchaînent, il y en a 7 de mémoire, enfin le 7ème n'est pas encore sorti, mais voilà, en tout cas une très belle édition, avec des pages couleurs. On a vraiment beaucoup de... Il y a certaines idées très intéressantes dans cette édition. C'est vraiment l'édition, la meilleure édition possible, je pense, pour ce manga. Alors, Aria, ça parle de quoi? Ça parle de Akari, qui est donc ce personnage, qui arrive sur Neo Venise, sur la planète Aqua, qui est en gros la planète Mars, mais depuis c'est devenu habitable parce qu'on a découvert beaucoup d'eau. Et en gros, qui... va là-bas pour devenir une ondine, une apprentie ondine, hein, donc c'est Neo Venise, là vraiment, globalement, il y a pas mal d'aspects de développement d'univers sur le fait que ce soit sur une autre planète, mais sur pas mal de points, on se croirait à Venise, hein, globalement, et voilà, et c'est une lecture très tranquille, très feel good, comme qui dirait, et on a Akari qui finalement vit sa vie de tous les jours dans l'entreprise Aria en tant qu'apprenti ondine, se fait des amis, rencontre des personnages, rencontre des personnages qui même développent un peu l'univers de comment marche cette planète, hein, parce que ça se passe du coup dans un futur plus ou moins lointain, où la planète Mars a été totalement colonisée et totalement habitable. On explique comment c'est possible que tous ces personnages vivent là, comment est gérée la chaleur par exemple, mais voilà, ça reste quand même beaucoup d'histoires très sympathiques
deux jeunes filles, parce qu'il y a quasiment que des filles en tant que personnage principal, qui vivent des expériences, qui apprennent à comprendre le monde qui les entoure sur cette planète, et finalement la beauté de tout ça dans chaque chapitre. Chaque chapitre se finit quasiment tout le temps avec des doubles pages très jolies, des doubles pages que même nous en tant que lecteurs on aime. Je vais pas en montrer, je vais en montrer quelques-unes, hein, mais que même nous en tant que lecteurs on se dit vraiment ça donne envie d'aller dans ce monde finalement, contrairement à Ichi the Killer où on se dit putain si je tombe sur Kakihara, je suis dans la merde. Pour le coup, je suis allé dans le quartier de Kabukicho, où se passe Ichi the Killer. Du coup, je suis allé au Japon. À Shinjuku, ça se passe énormément à Shinjuku aussi. Ouais, même du coup, ouais, parce que les bordels sont à Kabukicho. Oui. Et mais du coup, non, il y a pas c'est pas Ichi the Killer. Hein, il y a pas Kakihara qui te. Non, on est quand même même beaucoup plus tranquille à Kabukicho qu'on l'est dans Ichi. Mais voilà, du coup, on apprend à découvrir l'univers petit à petit dans cet tome. Et voilà, c'est une lecture vraiment très plaisante. Les tomes, il va y en avoir 7. Je vous conseille de les prendre parce qu'ils vont plus être disponibles très longtemps, hein, ils vont plus être réimprimés. Mais en tout cas, voilà. Si vous voulez une lecture pour vous poser tranquillement, oublier vos soucis et toutes ces histoires d'horreur là dont on a parlé, parce que quand même ça commence à faire beaucoup. Il faut alterner. Hein. Et ouais, oui. Et du coup, Aria, c'est parfait pour sortir un peu tout ça. Là, c'est sûr que là, il y a aucune torture, rien de tout ça, clairement. Et voilà, juste on passe un bon moment. C'est sympathique, c'est bon enfant, et voilà, quoi. Ça c'est clairement une lecture posée pour cet été par exemple, si vous avez besoin de quelque chose de vraiment tranquille, comparé à tout ce dont on a parlé. Je pense que Aria c'est un des meilleurs choix qu'on pourra vous proposer. Et ben voilà, là ça veut dire qu'on a dépassé l'heure. Et encore une fois, on vous dit on ne peut pas faire plus court, hein, vraiment. Bah, oui, voilà. Impossible. Ah clairement, sinon on pourrait faire ça sur une heure sur chaque œuvre dont on a parlé, si on parle de l'œuvre dans sa globalité. Mais voilà, globalement on a parlé de beaucoup de lectures, que des bonnes lectures, hein, toujours, oui. parce que voilà, c'est rare qu'on... En fait on a un budget limité, donc on n'achète pas de la daube. Ouais, globalement. Ce qu'on achète, on est sûr de l'aimer, c'est du classique, c'est du culte, c'est au moins quelque chose qui nous intéresse. Pas, on se lance pas dans des lots eBay au pif comme ça, quoi. Et on a encore du très lourd qui arrivera pour la prochaine séance de lecture manga. Mais ça, vous le verrez la prochaine fois. En tout cas, on espère que c'est déjà fait. Essayez de lire un peu tout ce dont on vous a présenté. Bon, pour certains, ça va être assez compliqué. Mais au pire, si vraiment les tomes sont introuvables, vous savez que Internet peut vous permettre de lire de toute façon. Parce que, à part si vraiment ils sont réédités un jour, notamment Ichi the Killer, ça m'étonnerait. Parce qu'on connaît la maison d'édition qui l'édite. Et oui, on a déjà parlé du cas Ikariman il y a quelques temps. Hein. D'ailleurs, on avait parlé un peu d'Ichi the Killer dedans. Mais voilà, du coup, on espère que cette vidéo vous a plu. On va pas vous retenir plus longtemps parce que on a dit un peu tout ce qu'on veut. Et voilà, là vous avez déjà une bonne liste de lecture. Vous avez un titre tranquille et beaucoup de titres assez horrifiques ou en tout cas qui montrent les travers de l'âme humaine. Mais écoutez, c'est ça qu'on aime. Est-ce que la prochaine fois sera plus bon enfant? Pas trop, on verra bien, pas mais ça sera pas forcément pire que les Carnets de Massacre ou Ichi the Killer, mais non, ça peut pas être pire. Mais on va jamais non plus être, voilà, surtout que dans le film Noël. On aime aussi ce qui est assez, ce qui va loin dans son concept, et on a pas mal de choses qui vont bientôt sortir, donc là on va découvrir ça très bientôt. Voilà. Du coup, c'était Maniac Shonen et Brenner. À la prochaine pour de nouvelles lectures, ou pour de nouveaux streams, ou pour de nouvelles choses. Bye tout le monde. Salut. À plus.